Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 6 juillet 2023. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Une société d'État sera créée pour gérer le stade Baréa Mamas. Elle sera dénommée Société de patrimoine Kianza Baréa, a décidé le Conseil des ministres d'hier. Le Conseil des ministres a également approuvé l'autorisation du COJI de pouvoir prendre des mesures particulières concernant le marché public dans les travaux qui doivent être faits dans la préparation et l'accueil des Jeux des îles dans le domaine de la santé publique. Il a été décidé que le budget du ministère sera révisé afin qu'une partie soit consacrée pour l'achat des médicaments et des contraceptifs qui seront répartis dans tous les hôpitaux de la Grande Île. C'est Sylvain nous en dit plus. Le Conseil des ministres d'hier a annoncé la création d'une société d'État pour gérer le stade Baréa Mamas. Il s'agira de la Société de patrimoine Kianza Baréa, une société anonyme dont 75% des actions appartiendront à l'État, tandis que les 25% restants sont attribués à la commune urbaine d'Antananarivo, qui est le propriétaire du terrain. Cette société assurera l'entretien, la gestion, l'équipement et l'exploitation du stade, selon le Conseil des ministres. Cela afin de bien entretenir et dans les normes le stade pour garantir sa durabilité. Le gouvernement a également approuvé lors du Conseil des ministres la prise en charge des taxes et droits de douane pour l'importation de marchandises en provenance de l'étranger, notamment pour tous les équipements sportifs qui seront utilisés pendant les Jeux des îles. Il a également été approuvé de donner l'autorisation au comité organisateur des Jeux des îles de pouvoir prendre des mesures spéciales concernant le marché public pour les travaux qui doivent être faits dans la préparation et l'accueil des Jeux des îles. Suite à la promesse du président de la République, le Conseil des ministres a approuvé le commencement des travaux de construction de l'université de Marouane-Sech. Le premier grand bâtiment disposera des salles de classe, d'une salle de réunion, d'une salle d'informatique, des salles pour les enseignants et de divers bureaux. L'université de Marouane-Sech disposera également d'un amphithéâtre, une bibliothèque, d'un laboratoire qui suivront les normes de l'enseignement supérieur. Il a été approuvé également qu'une partie du budget du ministère de la Santé publique sera allouée à l'achat de médicaments et de contraceptifs à distribuer à tous les hôpitaux publics à travers l'île. 3 496 701 femmes et mères de famille utilisent déjà le planning familial moderne actuellement et bénéficient de ces médicaments. Et 1 700 000 nouveaux bénéficiaires seront ajoutés en raison de cette nouvelle initiative. Et environ 141 millions de dollars ont été investis à Madagascar par les Nations Unies en 2022, selon un rapport qu'ils ont effectué ce jour à Anoussi. 4 axes prioritaires de développement sont touchés par cette aide, à savoir la gouvernance et l'état de droit, le capital humain, la productivité économique et l'environnement. Reportage de Ruth Christelle Hakout-Malal et Eugène. Le taux de malnutrition a baissé à 39% à Madagascar, si cela était à 42% auparavant. D'autre part, le taux d'accès à l'eau potable a augmenté à 53% et l'accès à la formation sanitaire a augmenté à 19%. Ce sont entre autres les résultats de la collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement. Plus de 1 million de Malagasy en sont bénéficiaires. Les appuis soient dans le domaine de l'augmentation de l'assistance humanitaire à travers la lutte contre l'insécurité alimentaire, à travers la lutte contre la malnutrition aiguë, à travers les constructions d'écoles en situation d'urgence, à travers les activités de résilience agricole, à travers la lutte contre les violences basées sur le genre, à travers l'accès à l'eau potable, à travers les formations sanitaires, les luttes contre les différentes maladies qui peuvent se produire. C'est autant d'activités qui ont été réalisées et qui ont touché plus d'1 million de personnes. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, les ressources ont permis d'accompagner les efforts du gouvernement à former 10 000 enseignants dans plus de 6 000 écoles, à l'utilisation, par exemple, des tablettes. Ça a permis également d'accompagner les efforts du gouvernement à ramener plus de 25 000 enfants déscolarisés, à les ramener à l'école.
206 millions de dollars sont destinés à Madagascar pour l'année 2021-2023. 83% sont débloqués, soit 141 millions de dollars. Du tout de votre contribution à cette réunion est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la gestion concertée et durable des actions de développement socio-économique de notre pays. Parmi les partenaires au développement de Madagascar, le système des Nations Unies opère à travers plus d'une vingtaine d'agences soutenant la réalisation des programmes nationaux en partenariat avec les entités gouvernementales. Une réunion du comité de pilotage s'est tenue ce jour à Anoussi, une occasion pour connaître les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie conjointe de mobilisation de ressources et aussi pour s'informer sur le processus de l'élaboration du prochain cycle de l'UNSDCF 2024-2028. Parlons à présent environnement. Les entreprises ont toujours la responsabilité de reconnaître leur impact et leur dépendance à la biodiversité et aux services écosystémiques pour assurer leur pérennité. Cette prise de conscience constitue ainsi une base solide permettant à l'entreprise d'éviter les risques et saisir les opportunités liées à la biodiversité. Les enjeux climatiques et environnementaux n'ayant jamais été aussi visibles et critiques, ils appellent tout le monde à agir. Dans ce contexte, la 8e édition du Salon de la RSE et des initiatives pour le développement durable se tiendra aujourd'hui et demain au nouveau hôtel à l'Arbu et est parrainée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mirvola Tsfira nous en dit plus. Le lien entre le secteur privé et la biodiversité peut être vu à la fois comme une opportunité et une menace selon la manière dont les entreprises gèrent leur activité et intègrent cette préoccupation au cœur de la stratégie. Il est ainsi crucial pour le secteur privé de reconnaître la valeur de la biodiversité et d'adopter des pratiques durables pour minimiser les impacts négatifs et maximiser leur contribution pour sa préservation. Le Salon de la RSE et des initiatives pour le développement durable est donc, selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, un événement annuel qui rassemble les acteurs engagés dans le développement durable, déterminés à relever les défis environnementaux et sociétaux à Madagascar. C'est une plateforme d'échange et de réflexion entre les acteurs, les experts et le grand public, favorisant le partage des innovations, des nouvelles approches et de bonnes pratiques en matière de RSE. Ce sera alors, selon la ministre, une occasion pour échanger sur le rôle et la place du secteur privé pour la préservation de la biodiversité aux côtés des autres partenaires avec comme thème central secteur privé et biodiversité, opportunités ou menaces. Lors de cette ouverture officielle du salon RSE et IDD, la ministre de l'Environnement a souligné dans son allocution que grâce à la collaboration entre l'État et le secteur privé, les aires protégées ont été agrandies de 9 922 464 hectares, les espèces en voie de disparition ont été préservées, les objectifs de reboisement de la vision Madagascar-Île verte ont été atteints et des communautés locales on peut bénéficier d'opportunités économiques durables avec plus de 35 000 personnes bénéficiaires des activités génératrices de revenus et plus de 10 millions de personnes bénéficiaires des services écosystémiques des aires protégées. Toujours dans cette page économique, l'atteinte des objectifs de l'État dans l'industrialisation se poursuit actuellement à travers la mise en place des usines qui produisent les produits typiques des régions dans le cadre du projet pépinière industrielle. Les descentes du ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation pour l'installation de ces pépinières se succèdent au niveau des districts. Le ministre de l'Industrialisation et son équipe sont dans les districts des régions Hassanan et Analandrouf cette semaine pour la remise des matériels pour la mise en place des petites industries. Pour Brickaville, Vatmange et Manour, où des unités de transformation de manioc, de fabrication de glace et de transformation de bananes en chips ont été remis. Pour les paysans, dans le district de Feneri-Vest, des unités de production de séchage de fruits et de transformation de bananes en chips également pour le district de Soneranivung, où des travaux de développement au niveau des collectivités de base et de mise en valeur des paysans à travers les Velran du président Andrazuil. Tel est le but, selon le ministre Edgar Hazafjava.
Dans les actualités sociales, l'État, à travers la commune urbaine d'Antananarivo et le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, reste l'intermédiaire et facilite l'acquisition de titres fonciers pour la population des 67 hectares et ses environs face aux litiges fonciers qui se passent actuellement dans ce quartier. D'après les faits, la société Seimad est le propriétaire des terrains et avait vendu une partie à une personne. Pourtant, actuellement, cette dernière profite du fait que la population ne possède pas de titre foncier et se dit être propriétaire de tous les terrains et menace même de démolir les maisons qui y sont bâties. Reportage sur les images de Zahra Ndiantou. Le nombre des litiges fonciers commence à prendre de l'ampleur 40 ans après la vente de terrain, ici aux 67 hectares et ses environs. D'après les faits, la Seimad, société d'État, est le propriétaire du terrain en question et avait vendu une partie de ce terrain, soit 124 mètres carrés, à une seule personne. Cette personne aurait vendu le terrain aux habitants actuels, son document de justification de cette vente. Et actuellement, 40 ans après cette vente, la personne qui avait vendu le terrain se dit être de nouveau propriétaire du terrain, profitant du fait que les acheteurs n'avaient pas exigé de documents à l'époque. Face à cela, les habitants des 67 hectares sud se sentent menacés car cette dernière les somme de quitter les lieux et de démolir leurs maisons. L'affaire est arrivée devant la justice selon les explications d'un représentant des habitants. Selon elle, l'affaire est arrivée jusqu'à une décision de pile le 9 juin dernier et ses habitants n'ont pas eu gain de cause. Ils ont alors initié diverses tentatives pour protéger leur maison jusqu'à une rencontre avec le maire de la ville. Le maire, Nana Djetitwen, leur a promis de trouver des solutions avec la Seimad. D'où cette détente aujourd'hui avec le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et le maire ici aux 67 hectares pour solutionner ce litige foncier. Le maire a rassuré les habitants qu'il n'y aura ni démolition ni nouvelle construction. De son côté, le SENVH, Gérard Ndjemanouissou, a souligné que l'État reste un intermédiaire dans cette affaire et l'objectif est que chacun puisse en tirer profit. De ce fait, l'État sécurisera toutes les habitations déjà construites depuis des années aux 67 hectares et facilitera l'acquisition de titres fonciers aux personnes qui ont déjà aménagé le terrain de Seimad depuis des années. Ces habitants feront alors un accord de paiement au Seimad et à la personne qui a déjà vendu le terrain sous l'intermédiaire du maire et du ministre en charge des nouvelles villes et de l'habitat, selon le SENVH aujourd'hui, durant la rencontre avec les habitants. Il est à rappeler que la facilitation de l'acquisition de titres fonciers entre dans les visions de l'État actuel à travers les ministères de tutelle. Cette facilitation concerne également les terrains de la Seimad dans toute la grande île qui ont été déjà aménagés depuis des dizaines d'années par la population. Et la semaine du filet social pour la région Analamang a commencé aujourd'hui sur le parvis d'Analanké, Analamang, qui est l'une des 15 régions à bénéficier du filet social depuis 2016. Le filet social est un projet gouvernemental sous la houlette du ministère de la Population, exécuté par le FID et financé par la Banque mondiale. Lors de cet événement, il y aura une exposition de la production des bénéficiaires du filet social et aussi une rencontre avec les entrepreneurs afin de faciliter l'exportation de ces productions. Un débat à propos des projets dans le cadre du filet social aura lieu ainsi qu'une visite de bénéficiaires d'Imirtiatousk. C'est en ce premier jour et ouverture officielle de la semaine du filet social que des distinctions honorifiques seront octroyées aux plus méritants dans le cadre de la mise en œuvre du projet depuis l'année 2016 jusqu'à cette année 2023. Toujours dans cette page sociale, il existe deux cas pour lesquels un détenu est transféré. Soit le détenu le demande, soit le gouvernement le transfère pour des raisons particulières. Le détenu est responsable de tous les frais du transfert s'il en fait la demande selon les explications du responsable de l'administration pénitentiaire aujourd'hui. 38 femmes ont demandé d'être transférées ce jour selon ce reportage de Ruth Ritel Rakout-Malal et Yves Janel. 607 femmes sont détenues à la prison d'Adanmour, selon les chiffres d'hier. Cet hiver, ces femmes sortent du dortoir à 7 h du matin et doivent rentrer chez elles à 17 h. Leurs mouvements dans cette cour sont détectés au bureau de la Direction régionale des pénitenciers à travers 6 caméras de surveillance. Ces caméras n'existent pas dans les chambres, les toilettes et les douches. Malgré l'espace restreint, les droits des femmes sont respectés selon la surveillante générale de la prison des femmes. Elles vivent convenablement et ne sont pas maltraitées. Par ailleurs, les détenus peuvent demander un transfert s'ils le souhaitent
Dans ce cas, ils prennent en charge les frais de leur transfert, notamment la nourriture sur la route, le frais des gardes et le coût du transfert qui dépend de l'endroit. D'autre part, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, peut également ordonner le transfert. Dans ce cas, le frais est à sa charge. Le ministère de la Justice et le gouvernement font des efforts pour transférer les prisonniers dans le but de résoudre la surpopulation carcérale. À cet effet, plusieurs prisons ont été construites, si d'autres sont encore en cours de construction. À part cela, il y a également l'extension et l'amélioration des infrastructures. Pour ce jour, 38 femmes ont demandé ce transfert. Pour ce début, les transferts vers la prison de Mazakadjin seront gratuits. Sur la page sportive de ce soir, les noms des 31 karatékas malagasy qui représenteront Madagascar aux Jeux des îles de l'océan Indien seront connus ce dimanche. La Fédération de karaté-do de Madagascar entame le 6e regroupement aujourd'hui en vue de leur sélection. Lors de l'ouverture de ce regroupement, le président de la Fédération de karaté-do de Madagascar a rappelé les règlements qui régissent les karatékas, les clubs et les ligues, mais aussi les règlements internationaux de cette discipline. Reportage d'Aniane Martina Inzaranjansu. 47 karatékas ont été sélectionnés pour participer à ce 6e regroupement en vue de la sélection des 31 karatékas qui représenteront Madagascar aux Jeux des îles de l'océan Indien, lesquels se dérouleront du 25 au 2 septembre prochain. Les catégories seniors hommes et femmes, kata et kumité, seront les catégories pour les Jeux des îles 2023. Les noms des sélectionnés seront connus ce dimanche à l'issue de ce regroupement. À noter que les compétitions de karaté lors des Jeux des îles se tiendront au gymnase couvert Mamasn du 30 août au 2 septembre. Les 47 karatékas qui ont participé à ce 6e regroupement composeront néanmoins l'équipe nationale malagasy de karaté-do. Lors de l'ouverture de ce regroupement, le président de la Fédération de karaté-do de Madagascar a rappelé les règlements qui régissent les athlètes, les clubs et les ligues, mais aussi les règlements internationaux dans la discipline karaté. Dans la foulée, il a aussi rappelé les championnats nationaux et internationaux qui attendent les karatékas malagasy cette année, notamment le championnat de Madagascar du 30 novembre au 2 décembre 2023 à Touamas. Et dans les actualités internationales de ce soir, en France, le policier qui a tué le jeune Naël lors d'un contrôle routier reste en prison, a décidé la Cour d'appel de Versailles aujourd'hui, jour de retour à une situation à peu près normale après plusieurs nuits de violence urbaine. France 24. Le policier qui a tué Naël M restera en prison. Les juges de la Cour d'appel de Versailles l'ont décidé ce matin et suivent les réquisitions du parquet. Un document très détaillé qui reprend les 10 jours d'enquête sur la mort du jeune homme. Il détaille d'abord les minutes précédant son décès. À Nanterre, à 7h55, alors que 2 motards de la police tentent de l'arrêter, Naël M refuse d'obtempérer, une longue et dangereuse course-poursuite s'engage. Il a conduit à vitesse élevée avec de brusques accélérations, des franchissements de feux rouges fixes et passages de carrefour à pleine vitesse et sans précaution pour les piétons. Il a même fait une embardée volontaire vers l'un des policiers. Lors du contrôle, les policiers sont à sa hauteur. Un agent passe la main dans l'habitacle et donne des coups selon les passagers. L'autre pointe son arme et tire. Il est sur le côté, pourtant dans le premier rapport, ce n'est pas ce qui apparaît. Le fonctionnaire de police s'est mis à l'avant du véhicule léger pour le stopper. Le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire. Le tireur a-t-il menti sur sa position ? Devant l'IGPN, il a en tout cas présenté une version différente. Il a décidé d'ouvrir le feu pour éviter que le conducteur ne renverse quelqu'un ou n'embarque son collègue. L'avocat de la famille de Naël a déjà porté plainte pour faux en écriture publique. L'avocat du policier maintient, lui, que son client n'a, je cite, rien à faire en prison. Il est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Restant toujours en France, le gouvernement français a confirmé hier mercredi 5 juillet qu'ils envisagent de suspendre des fonctionnalités sur les réseaux sociaux en cas de nouvelle émeute, mais a assuré par la voix de son porte-parole que ces mesures resteraient temporaires et ponctuelles. France 24. Ils concentrent les critiques de l'exécutif pour leur rôle supposé dans les émeutes, les réseaux sociaux. Mardi soir, devant les maires des communes victimes de dégradation, Emmanuel Macron a même évoqué l'idée de les couper en cas de nouvelles flambées de violence.
Dans son viseur, des plateformes comme Snapchat, TikTok ou encore Telegram, accusées d'être utilisées par les émeutiers pour coordonner leurs attaques, mais aussi d'alimenter les troubles en diffusant des images de violence. L'idée d'un blocage a immédiatement suscité les critiques de toute la classe politique, notamment du républicain Olivier Marleix. Couper les réseaux sociaux, comme la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, même si c'est une provocation pour détourner l'attention, c'est de très mauvais goût. Même le député du parti présidentiel, Éric Bothorel, marque son désaccord. Ce serait renoncer à l'idée que la démocratie soit plus forte que les outils qu'on détourne contre elle. Face au tollé, le gouvernement a fait marche arrière mercredi, évoquant plutôt la suspension de certaines fonctionnalités. Vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc c'est des appels à organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps de... L'exécutif envisage d'inclure de nouvelles mesures dans un projet de loi sur le numérique actuellement en discussion au Sénat. Mais suspendre les réseaux sociaux semble juridiquement très compliqué face au principe de liberté d'expression garanti par la Constitution. Et aux États-Unis, la découverte de cocaïne à la Maison-Blanche, confirmée hier, mercredi 5 juillet, a déclenché une polémique politique. La porte-parole de l'exécutif assurant que cette drogue avait été trouvée dans une zone fréquentée par des visiteurs extérieurs alors que le président et sa famille étaient absents. France 24 nous en dit plus. Voici le lieu d'où est parti le scandale, l'aile ouest de la Maison-Blanche. Une zone fréquentée par les visiteurs extérieurs et les invités du personnel qui doivent laisser leur téléphone dans des casiers avant d'entrer dans les zones sensibles. C'est dans un de ces casiers qu'un sachet de cocaïne est découvert dimanche par les services de sécurité. La polémique est alors lancée. Donald Trump dégaine sur son réseau social. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, très près du bureau ovale, était pour l'usage de quiconque d'autre que Hunter et Joe Biden ? Le fils du président, Hunter Biden, au passé parsemé d'addictions, est régulièrement ciblé par Donald Trump. Alors que les spéculations sur l'identité du responsable vont bon train, la Maison-Blanche tente d'éteindre la tempête médiatique naissante. L'enquête est dans les mains du Secret Service. Comme vous le savez, et vous l'avez tous rapporté, le président, la première dame et leur famille n'étaient pas ici ce week-end. Ils sont partis vendredi. La Maison-Blanche fait savoir que le président Biden suit l'avancée des enquêteurs, qui se concentrent à présent sur les registres de visite du week-end et les images de vidéosurveillance. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.